Lucas, je suis très contente aujourd'hui d'être à vos côtés. Merci pour les pouces. Pour vous parler de préparation mentale et en particulier vous partager différentes clés sur comment est-ce qu'on développe finalement un état d'esprit, un mindset de sportif ou de sportive de haut niveau, sachant que bien évidemment, l'objectif aussi, c'est que ça soit utile pour vous et en particulier pour atteindre vos objectifs. Donc sans plus attendre, je vais d'abord me présenter. Donc moi, je suis donc moi, je suis Camille Bus, je suis préparatrice mentale, coach et formatrice. Avant de vous parler rapidement de la préparation mentale, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat s'il y en a qui sont familiers ou alors pas du tout avec la préparation mentale, si vous voyez ce que c'est ou pas. Comme ça, je prends un peu la température. Jérôme, pas du tout, pas tellement, non. Ok. Eh ben, très bien, justement, je vais vous démystifier en tout cas ce que c'est la préparation mentale. Vous en avez peut-être entendu justement dans le sport de haut niveau, un petit peu pour Léa. Donc, en gros, un sportif ou une sportive de haut niveau, il va avoir un coach sportif qui va l'accompagner sur la dimension physique et un ou une préparatrice mentale qui va l'accompagner sur la dimension mentale. Quand on parle d'accompagnement sur la dimension mentale, de quoi est-ce qu'on parle exactement? En gros, c'est comment est-ce qu'un sportif ou une sportive va mieux gérer le stress, mieux gérer la pression, développer sa confiance en soi, rester motivé sur la durée, comment est-ce qu'on rebondit après un échec, comment est-ce que justement on garde son mental bien concentré si on est dans une compétition et qu'on est en train de se faire dépasser par ses adversaires. Bref, c'est une dimension qui est extrêmement importante, surtout dans le monde de haute performance. Et donc, en fait, moi, j'utilise les techniques de préparation mentale à destination principalement de managers et dirigeants dans mes activités aujourd'hui. Alors, de façon très concrète, les objectifs en tout cas de l'atelier que j'anime ce midi avec vous, c'est d'une part de vous partager un petit peu quels sont les 5 grands leviers justement d'un état d'esprit de champion ou de championne. Qu'est-ce qui caractérise finalement l'état d'esprit d'un athlète ou d'un sportif de haut niveau. Et ensuite, mon objectif, c'est bien sûr de vous rendre tout ça concret. J'aime bien dire qu'on n'apprend pas à nager en lisant des bouquins de natation. Donc, l'objectif, c'est que justement, vous puissiez comprendre comment vous pouvez muscler vous aussi votre état d'esprit au quotidien. Donc, je vous partagerai 3 clés concrètes pour développer votre mindset au service de vos objectifs, que ce soit des objectifs professionnels ou personnels. Mettez-moi dans le chat si ça vous convient comme menu, comme programme, et on passera tout de suite. Super, merci. Elle est très bien fichue cette plateforme. Génial, merci pour vos interactions, Lucas, Manon, Delphine, trop bien. Ok, eh bien, écoutez, je vous propose de passer à la toute première partie où je vais vous dévoiler donc, les 5 grands leviers, les 5 grandes caractéristiques d'un état d'esprit de champion ou championne. Avant de vous les partager, à votre avis, justement, je suis assez preneuse de vos retours, qu'est-ce qui caractérise un état d'esprit d'athlète selon vous? Qu'est-ce qui est spécifique aux champions et aux championnes? Yes, Lucas, la persévérance, Antoine, la résilience, se relever après les échecs carrément dans la dimension de résilience, lâcher prise pour Manon, toute la dimension autour de la performance pour Delphine. Vous êtes pas mal. La détermination, ne pas avoir peur de l'échec. La préparation, ouais. Justement, préparation mentale, il y a la préparation physique, technique, mais aussi mentale et émotionnelle. Capacité à se voir réussir carrément. Donc, on en parle, toute cette dimension un peu de visualisation. Apprendre à se dépasser, savoir rebondir, trop bien. Ok, trop bien. Je continue de lire vos retours, mais en tout cas, vous êtes tout à fait sur la bonne voie. C'est tout ce que vous avez partagé tout à fait est tout à fait juste. Je vois Lucas qui est en train d'en taper un dernier. Est-ce qu'il va deviner l'un des 5 leviers?
En tout cas, donc mon objectif, c'est de vous partager, de vous résumer, ces 5 grands leviers. L'ambition, ouais, bah, c'est parfait, ça va être en lien avec, le levier numéro 1. L'une des grandes particularités, en effet, des sportifs et des sportifs de haut niveau, c'est cette capacité à avoir une vision, et à déterminer des objectifs, qui sont extrêmement, précis. Quand je parle de vision, il y a une phrase, de Sénèque, que j'aime bien partager qui est que, «Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va». Et donc en fait, c'est extrêmement important qu'on soit sportif de haut niveau, qu'on soit, entrepreneur, qu'on soit, salarié, qu'on soit, voilà, quel que soit en fait finalement notre statut, le fait de, savoir où est-ce qu'on veut aller, même si c'est à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, même si on n'est pas obligé de tout connaître, mais en tout cas de se fixer un cap, c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir, bah, toute notre énergie et toutes nos actions en direction de cet objectif. Versus quelqu'un qui finalement, s'il n'a pas de vision, s'il n'a pas, d'ambition, on pourrait aussi le résumer comme ça, et bien finalement, ne naviguera un petit peu à vue. Et vous verrez qu'à chaque fois, pour chaque levier, j'aime bien vous partager, des exemples de personnalités, de champions ou de championnes qui illustrent bien, ce levier-là. J'ai cru comprendre que chez Extia, vous étiez particulièrement branché, tennis. Donc j'étais heureuse de vous partager l'exemple forcément de Djoko qui, est très connu en fait pour avoir cette capacité de visionnaire. Djokovic, pour l'anecdote, dès ses 7-8 ans, il annonçait déjà qu'il voulait être numéro 1 mondial. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est réputé pour annoncer ses objectifs, notamment à la presse, et qu'ensuite, en plus, il soit réalisé quelques années après. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, au-delà de les annoncer, va les formuler. Djokovic, c'est un sportif qui fait beaucoup de préparation mentale, qui fait beaucoup de visualisation, et qui d'ailleurs récemment voilà, a dit qu'il voulait encore remporter un grand chelem. Et c'est vraiment cette vision, cette capacité à se projeter et à définir des objectifs ambitieux qui font que, en partie, Djokovic est un grand champion. Contrairement d'ailleurs enfin contrairement, là où par exemple Nadal a une approche un petit peu plus, de l'effort constant, très sur, voilà la répétition, l'effort constant, là où Djoko a un petit peu plus une dimension, visionnaire. Et Lucas qui dit: «Ne pas se contenter de notre résultat, chercher plus haut». Exactement, être dans cette, connaître son cap en fait, ne pas être toujours focalisé sur, le résultat comme ça a été, partagé. Alors, le deuxième levier, je crois que vous ne l'aviez pas forcément, partagé, mais c'est une clé mindset qui est extrêmement importante, en particulier dans le monde du sport. Mais à nouveau, là je vous parle du monde du sport, l'objectif c'est bien que vous puissiez faire des parallèles avec vous et votre quotidien. C'est cette dimension d'adaptabilité. C'est Darwin notamment qui disait que, l'espèce, qui, survit, qui survivrait, ce n'est pas l'espèce la plus forte ou la plus intelligente, c'est vraiment l'espèce qui est dans cette capacité à s'adapter au mieux au changement. Et c'est vraiment quelque chose qu'on observe, qu'on soit une entreprise avec, l'ère, de l'IA aujourd'hui, qu'on soit un sportif ou une sportive de haut niveau, quand on voit, voilà, l'environnement qui bouge, les nouvelles générations, d'athlètes et cetera. Et donc l'adaptabilité, donc cette capacité à ne pas rester dans une rigidité, à évoluer en fonction de son environnement qui est en mouvement, c'est vraiment, l'un des grands, grands leviers qui permet à des champions et à des championnes de tenir notamment sur la durée. L'une des championnes justement à nouveau dans le tennis, voilà, qui a vraiment cette capacité à avoir, bien mêlé, une grande force de puissance qu'elle a en elle, mais aussi une grande force d'adaptabilité. C'est bien évidemment Serena Williams, que vous connaissez, très certainement. Et Serena Williams, c'est vrai que l'une de ses particularités, c'est qu'elle a vraiment été, enfin, c'est l'une des plus grandes sportives qui a tenu aussi longtemps sur 2 dizaines d'années, sur 2 générations. Et la particularité justement de Serena Williams, c'est, malgré, le fait qu'elle ait avancé en âge et cetera, elle a continué à faire évoluer sa pratique, à faire évoluer, sa technique, à faire évoluer, sa façon de s'entraîner, là où au départ il y avait une forme de rigidité. Et surtout, elle a continué de s'adapter face à une nouvelle génération,
de sportives de haut niveau, notamment dans le tennis, qui étaient plus athlétiques, qui étaient plus rapides et auxquelles elle a réussi à garder énormément de performances, de compétitivité. Et donc voilà, l'une des grandes athlètes aussi qui a su s'adapter au mieux, c'est Serena Williams dans le tennis. Ensuite, le troisième levier, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment ressorti. Alors, il y avait quand même cette dimension de lâcher prise, de gestion du stress aussi, qui est extrêmement importante. Et bien évidemment, comme je vous le disais, en tant que préparatrice mentale, c'est l'une des grandes dimensions sur lesquelles on accompagne. Et donc, on pourrait un peu le résumer aussi de ce côté-là, mais en tout cas, toute la dimension autour de la confiance en soi. Alors, loin de moi l'idée de dire que pour avoir un bon mindset, pour être un champion, une championne, il faut avoir 100% confiance en soi. C'est absolument pas le cas. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se nourrit toute sa vie, qui se fait chahuter. Et dès qu'en fait, on passe de nouveaux paliers de performance et donc des nouveaux challenges de confiance en soi qui viennent voilà, nous tourmenter. Donc, mais simplement de prendre conscience que des champions qui ont travaillé et qui sont fait accompagner sur leur confiance en eux. L'exemple que je vous ai partagé, c'est notre Teddy Riner qui, lors des derniers JO 2024 à Paris, a ramené encore 2 médailles d'or à la maison. Teddy Riner, pour le coup, ça a été l'un des premiers sportifs en France à vraiment aborder plus les sujets, on va dire, de santé mentale ou en tout cas de mental de manière générale. Donc, en tout cas, pour terminer sur Teddy, c'est vraiment l'un des athlètes qui a le plus mis en avant le fait qu'il travaillait sur son mental, sur sa dimension psychologique. Et Teddy Riner, dans une interview, disait justement qu'il était souvent face à des concurrents qui étaient plus forts et plus grands que lui et que ce qui faisait la différence, c'était justement son mental. Ensuite, le quatrième levier, c'est bien évidemment, vous l'avez partagé, donc bravo pour toutes celles et ceux qui l'ont mis en avant dans le chat tout à l'heure. C'est bien évidemment la résilience. J'adore. Merci pour vos pouces parce que c'est cool quand on est à distance d'avoir du soutien et de l'animation. En effet, la résilience, donc c'est cette capacité à rebondir après des échecs, cette capacité à rebondir après des situations difficiles, cette capacité voilà, après voilà, quelque chose de très complexe à rebondir et à revenir encore plus fort. Et c'est vrai que c'est une grande, grande, grande particularité des champions et des championnes. Alors bien évidemment, la résilience, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure des épreuves difficiles qu'on rencontre. On a moins ce trait de caractère dès qu'on arrive sur Terre. Mais pour autant, c'est vrai que c'est aussi un mindset, en fait, la résilience. C'est aussi cette capacité à se relever peut-être plus vite que les autres, à voir les opportunités qu'il y a dans les moments difficiles, même si je sais que c'est pas simple dit comme ça, mais ça a toute sa valeur. Et vous le verrez encore plus avec les clés concrètes que je vais vous partager tout à l'heure. Il y a un beau modèle de résilience, moi que j'apprécie particulièrement, c'est la gymnaste Simone Biles, si ça vous replonge dans les JO parisiens, qui avait ramené quand même voilà, 3 médailles d'or et une médaille d'argent. Bonjour Mathéo, bienvenue. Et Simone Biles, il faut quand même se rappeler que lors des JO à Pékin en 2021, elle avait voilà, été complètement effondrée. Elle avait arrêté en plein milieu les JO parce que voilà, elle souffrait de dépression à l'époque, en tout cas de problèmes sévères de santé mentale. Et donc voilà, il y a plein de gens qui disaient bon bah de toute façon elle est fichue et en fait elle est revenue encore plus forte avec un mental de folie pour les JO 2024. Et donc c'est vrai que voilà, c'est aussi un beau modèle de résilience parce qu'elle est extrêmement impressionnante, Simone Biles. Il y a eu un reportage sur Netflix d'ailleurs, je ne sais pas sur elle. Et c'est un beau modèle aussi vis-à-vis de personnes qui peuvent être extrêmement difficiles dans un milieu avec beaucoup de concurrence et de pression. Et enfin, le cinquième et dernier levier, c'est vrai que celui-ci, il est toujours important et j'aime bien aussi vous le partager dans le cadre de ce type d'atelier-là pour que vous fassiez le lien aussi avec vous. C'est aussi de se rappeler que les champions et les championnes qui sont les plus résistants, qui arrivent le plus à avoir des résultats vraiment sur la durée, qui arrivent à faire des performances incroyables là où on ne les attendait pas, c'est aussi les champions et les championnes qui ont réussi à remettre la dimension de plaisir et de passion dans le jeu.
C'est vrai que tout à l'heure, c'est Lucas qui partageait le fait de aussi pas que se contenter du résultat et cetera, mais en fait, c'est aussi les personnes qui, savourent autant le process que le résultat. Un exemple super, sur ce levier-là, c'est, notre Léon Marchand, national, qui pour rappel est quand même revenu, 4 médailles d'or à la maison, il y a 2 ans. Et Léon Marchand, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est accompagné par un préparateur mental français qui s'appelle Thomas Samut, qui est génial si vous voulez aller voir ses vidéos sur YouTube ou ses interviews. Et l'un des plus gros travaux qu'il a fait avec Léon et qui lui a permis vraiment d'être aussi performant dans le bassin il y a 2 ans, ça a été de remettre le plaisir au service de la performance et non pas la performance au service du plaisir. Dans le sens où il y a beaucoup de sportifs et de sportives qui vont vivre des dépressions post-JO parce que, ben, en fait, et toute leur vie, ils vont se dire je serai heureux quand j'aurai telle médaille, alors qu'en fait, ils se rendent compte que quand ils ont telle médaille ou qu'ils ont tel titre olympique, ouais, je te le mets dans le chat, Jérôme, et ben finalement, il n'est pas plus, Thomas, ça mute, hop, il n'est pas plus heureux. Et donc, en fait, le fait vraiment voilà, de remettre cette dimension de plaisir et pas toujours reporter notre idée du plaisir sur l'île de à plus tard ou quand j'aurai ça, et bien en fait, ça change tout dans la gestion aussi du stress, la gestion de la pression. Ça a un impact sur énormément de choses, sur sa façon de vivre des jeux. Donc voilà, en tout cas, il est bien en tête que vous aussi, Léon Marchand avait failli arrêter. Alors pour le coup, Léon Marchand, il avait aussi mis un certain nombre de choses en place qui lui ont permis de se mettre dans un cadre justement pour pas être trop influencé par l'extérieur. Je pourrais y revenir, mais je vais avancer un petit peu sur la présentation. Mais en tout cas, voilà, ayez bien en tête que tous ces leviers-là, c'est vraiment des caractéristiques spécifiques aux champions et aux championnes. Et demandez-vous comment est-ce que vous pouvez potentiellement les activer dans votre vie. Maintenant, de manière très concrète, justement, je vais vous proposer de vous partager 3 clés qui viennent justement de la préparation mentale pour que vous puissiez, vous aussi, développer votre état d'esprit, développer cette conscience qu'ont les sportifs d'eux-mêmes pour avoir de bons résultats, pour être dans de bonnes performances. Et donc, je vous ai sélectionné 3 concepts, 3 clés, 3 techniques que j'aime particulièrement et qui peuvent peut-être voilà, vous accompagner dans votre quotidien. Et à nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat s'il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées. Donc la toute première clé que je voulais vous partager, c'est le concept de la zone de maîtrise. Alors, je vais bien évidemment venir l'illustrer. Donc, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en tant qu'être humain, au quotidien, on passe par différentes zones. La toute première que je vous partage, c'est donc ce qu'on appelle la zone de maîtrise. La zone de maîtrise, c'est la zone dans laquelle vous vous trouvez quand vous avez des comportements qui sont adaptés à la situation, quand vos émotions sont régulées, quand vous avez cette capacité à prendre du recul. Enfin voilà, là j'imagine, en tout cas à distance, que si vous n'êtes pas dans un énorme stress ou une énorme fatigue ou démotivation, etc., vous êtes plutôt dans votre zone de maîtrise. C'est-à-dire que vous avez cette bonne capacité à réagir aux événements, à prendre des décisions éclairées et à ne pas surréagir si vous avez une remarque ou ce type de choses-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la zone de maîtrise. Juste au-dessus, vous avez ce qu'on appelle la zone critique haute. La zone critique haute, c'est quand vous commencez à ressentir de la frustration, de la colère, quand vous commencez à ressentir de la pression, quand vous commencez à vos muscles justement à se crisper, à être vraiment voilà, dans cette, en fait, vous sortez de votre zone de maîtrise et en fait, voilà, il y a plus de stress, il y a plus d'énergie, peut-être que vous allez réagir plus vite, vous allez manquer de tact, vous allez être peut-être beaucoup plus rapide, vous allez avoir des difficultés voilà, à vraiment avoir des comportements adaptés à une situation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la zone critique haute. Et pour information, il y a aussi la zone critique basse, qui est lorsque, par exemple, vous commencez à être fatigué, résigné, démotivé, peut-être même dans une forme d'apathie, vous avez envie d'abandonner, vous dites, voilà, de toute façon, je peux rien faire, etc. Et je vais faire le lien entre sportif et vous. Et à nouveau, c'est ce qu'on appelle la vie. C'est tout à fait normal de passer
d'une zone à une autre, dans sa journée. Voilà, il y a des moments où on ressent un peu plus de tension et on va passer en zone critique haute et il y a des moments où vraiment ça va être plus compliqué pour nous, on va être plus, voilà, avoir le sentiment un peu d'avoir le poids du monde sur ses épaules et donc ça va être plus compliqué. Pour autant, ce qui est très, très, très important, quand on est sportif ou sportif de haut niveau, c'est de développer une hyper conscience et une hyper vigilance des moments où on passe dans une autre zone à une autre. Par exemple, je suis, Djokovic, rien que ça, et je suis, en plein match et mon objectif en tant que sportif pour rester le plus performant possible et le plus concentré avec le bon dosage de technicité et de régulation émotionnelle, c'est de rester au maximum dans ma zone de maîtrise. Et pour cela, c'est vraiment important en fait de prendre conscience les moments où par exemple je commence à ressentir de la frustration, de la colère, etc. Et à nouveau, ça fait aussi partie du jeu, mais de bien faire la différence entre voilà, j'ai un coup de pression et je commence à ne plus avoir des comportements adaptés. Je sais pas, je commence à jeter ma raquette, je commence à m'énerver contre l'adversaire parce que dans ces situations-là, bah, ce n'est pas les moments où je vais rester performant. Donc, un sportif, l'objectif, c'est euh, être très attentif des signaux, des alertes qui m'indiquent que je commence à sortir de ma zone, que ça soit ma zone critique haute ou ma zone critique basse. Ça peut être bah, découragement, je sens que je perds, je sens que mon mental me tire vers le bas, je sens que je ne vais jamais y arriver, je sens que j'ai une démotivation, je sens que j'ai plus envie, etc. Et pour identifier, bah, voilà, quand je passe dans ces zones-là, qu'est-ce que je fais rapidement pour revenir dans ma zone de maîtrise. Donc, je vous donne des exemples très concrets, puisque en fait, c'est aussi des choses qu'on peut identifier dans notre vie au quotidien. Typiquement, je sens que je passe en zone critique haute, donc je sens que là, j'ai un coup de stress, un coup de pression, de la colère qui monte. Eh bien, je vais prendre 30 secondes pour respirer, expirer, me remettre dans ma bulle, sentir bien mes appuis et me connecter. Alors en préparation mentale, on a des techniques comme par exemple ce qu'on appelle l'ancrage ou ce type de choses qui permettent voilà, de revenir dans un état bah, plus de maîtrise. Ou à l'inverse, typiquement, si je sens que je commence à être fatiguée, démotivée, que je sens que voilà, j'ai du mal à me remettre dedans, que je manque d'énergie, c'est des choses toutes bêtes, mais je peux, par exemple, faire des squats, je peux me mettre une musique spécifique à la pause pour refaire monter l'énergie, etc., et pour rebasculer dans ma zone de maîtrise. Donc ça, c'est essentiel, finalement, quand on est sportif ou sportif de haut niveau, de pouvoir bien être vigilant par rapport à ces alertes-là pour rester au maximum dans cette zone au quotidien. Et donc, de manière très concrète pour vous, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de se dire, bah tiens, dans mon quotidien, en tant que salarié, collaborateur, manager, qu'importe, c'est quand les moments où je sens que je passe en zone critique haute ou en zone critique basse. À nouveau, il n'y a pas de bien ou de mal, mais c'est juste un peu débrancher le pilote automatique pour plus facilement prendre conscience de ces états et de ces alertes. Étape numéro 2, réajuster, donc un peu avec les exemples que je vous ai partagés. Et aussi un point qui est très important, à nouveau, n'hésitez vraiment pas si vous avez besoin de précision, ne pas hésiter à élargir régulièrement sa zone de maîtrise. Donc en fait, si vous voyez ma caméra, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, par exemple, quand vous êtes en vacances, votre zone de maîtrise, elle est très large. Dans le sens où voilà, vous êtes détendu, tout va bien, vous êtes bien reposé. Donc si par exemple dans la rue, quelqu'un va vous donner un coup d'épaule sans faire exprès, ça va, c'est pas grave, tranquillou, etc. En revanche, si vous êtes dans une période où vous avez beaucoup de stress au boulot, vous êtes fatigué, vous pouvez avoir, je sais pas, peut-être des problèmes personnels, vous n'avez pas pu faire de sport depuis longtemps, votre alimentation, comme vous êtes fatigué, elle est très riche, donc elle vous tire de l'énergie, etc. Bah, votre zone de maîtrise, elle va être beaucoup plus étroite. Et donc, la même personne qui va vous faire un petit coup d'épaule sans faire exprès dans la rue, vous allez réagir au quart de tour, alors que c'est la même situation, mais c'est à nouveau votre zone de maîtrise qui est plus ou moins large. Donc, pour élargir régulièrement votre zone de maîtrise, ma recommandation, c'est vraiment de vous dire, OK, c'est quoi au quotidien les choses qui font que, à l'évidence, si je ne les fais pas, j'ai une moins bonne tolérance au stress, à la pression, etc. Moi, je sais que par exemple, dans mon cadre, mais non négociable, il y a notamment le fait voilà, de faire ma séance de yoga, d'aller prendre l'air tous les jours, idéalement d'aller en nature le week-end. Enfin,
voilà, ça fait partie des choses qui font que ma zone de maîtrise, je continue de l'élargir régulièrement. Et je vous partage un dernier point avant de vous partager la deuxième clé, puisque forcément le temps passe, et je regarderai ta question, Eva, juste après. Mais aussi, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que la préparation mentale, on utilise aussi beaucoup ça dans le monde de la défense, et beaucoup de militaires qui utilisent la préparation mentale. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce concept-là, pour eux, ils l'utilisent aussi, ils l'appellent juste un peu différemment. Ils appellent ça le check. Donc, en gros, je prends conscience en mission où est-ce que je me situe dans ma zone de maîtrise. Et ils appellent ça le check régule. Et donc, la régule, donc en fonction de là où je suis, comment est-ce que je peux me remettre sur la bonne zone. Exactement, exactement. Tu peux, Eva, donc, est-ce que tu pourrais me réexpliquer la zone critique basse? C'est lorsqu'on a moins d'énergie, on se sent plus triste. C'est exactement ça. La zone critique haute, c'est quand l'énergie, elle monte, mais l'énergie un peu de la pression, la crispation. La zone critique basse, c'est l'énergie qui descend, démotivation, tristesse, apathie, sentiment de ne pas y arriver, découragement. Donc, tu vois, c'est vraiment deux énergies qui sont très différentes. Merci pour ta question. OK. Allez, je vous propose de passer à la deuxième clé. Maintenant que vous avez compris, je l'espère en tout cas, le concept de la zone de maîtrise et qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dans votre quotidien pour réguler tout cela au mieux. Bien évidemment, donc je vous parle de mindset, d'état d'esprit, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en tant qu'être humain, c'est pas toujours simple de travailler son état d'esprit, ou en tout cas, voilà, on ne se sent peut-être pas toutes et tous égaux. Et d'ailleurs, c'est la réalité, dans le sens où, en fonction de votre éducation, en fonction de vos figures d'autorité, de vos expériences de vie, si entre vos 0 et 7 ans, vous avez eu une éducation des parents qui ont été très encourageants, ou qui, à l'inverse, vous ont beaucoup tiré vers le bas, ou si voilà, vous avez eu pas mal d'expériences et un environnement autour de vous qui vous a plutôt dit la vie c'est dur, ou ce type de choses-là. Bien évidemment, en termes d'état d'esprit, il y a des personnes qui vont, en fonction de leurs expériences et à nouveau de tous ces éléments-là, vont peut-être voir la vie avec plus d'optimisme que là où d'autres seront un peu plus pessimistes. Ça, j'y reviendrai. Dans la clé numéro 3, on peut le travailler de manière très concrète. Il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc, c'est vraiment cette capacité à remodeler le cerveau. Donc, le cerveau, c'est un muscle. Donc, en fait, à partir du moment où on l'entraîne, et en fait, tout simplement, ça va créer de nouvelles autoroutes neuronales qui permettent de développer de nouvelles habiletés mentales. Donc, de manière très simple, c'est possible avec de l'exercice et de l'entraînement de voir le verre à moitié plein si jusqu'ici vous avez plutôt le sentiment de le voir plutôt à moitié vide. Donc ça, j'y reviendrai dans la clé numéro 3. Pour autant, en dehors de nos expériences, etc., je voulais vous partager quelques éléments sur le biais de négativité, qui est un biais dont on hérite à la naissance. Est-ce que vous pouvez me partager dans le chat si c'est un concept que vous connaissez ou pas du tout? Comme ça, j'en profite pour boire une petite gorgée. Pas du tout. Merci Delphine. Les autres, est-ce que le biais de négativité, je vois des pouces, donc peut-être certaines personnes en ont déjà entendu parler. J'attends juste un petit retour et après, j'irai dans ma... Par rapport aux croyances limitantes, alors c'est pas direct, enfin ça peut être lié aux croyances, mais un peu moins, pas avec cette définition, mais je pense que oui. Ok, merci pour vos retours. Ça me permet de voir que vous êtes toujours là. Alors, pour vous partager ce concept, je vous présente Hector. Hector, c'est l'un de nos ancêtres. C'est un homme Cro-Magnon, il y a quelques milliers d'années. Et Hector, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, pour survivre, il a dû développer une hypervigilance au moindre danger, à la moindre menace. Puisque à l'époque, pour Hector, c'était un environnement qui était très dangereux, dans lequel il pouvait se faire dévorer tout cru à chaque coin de grotte. Et donc Hector, il a vraiment modélisé son cerveau
Il a tellement entraîné son cerveau à se focaliser sur les menaces, sur le danger, sur le négatif, que ça a installé ce qu'on appelle donc un biais de négativité. Le biais de négativité, c'est notre tendance naturelle en tant qu'être humain d'accorder plus d'importance au négatif qu'au positif. Donc l'un des fameux exemples, c'est vous faites une prise de parole, vous animez une réunion, vous avez 5 personnes qui vous disent «Oh, c'était génial, hyper clair, bravo Hector», etc. Et vous avez une personne qui va vous dire «Ah, dis donc, ça se voyait que tu n'étais pas très à l'aise, non?» Eh bien, vous allez accorder beaucoup plus d'importance à ce seul petit retour, alors qu'il y en avait 5 hyper positifs à côté. Donc, c'est ça qu'on appelle le biais de négativité, donc cette capacité naturelle qu'ont les individus à se focaliser plutôt sur le négatif que sur le positif, ou en tout cas d'accorder plus d'importance au négatif. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2026. La menace de se faire dévorer tout cru à chaque coin de grotte n'existe plus, en tout cas de la même manière. Pour autant, ce biais, il est toujours présent. Donc, à nouveau, il n'y a rien de grave. La première étape, c'est déjà de le savoir, d'en prendre conscience, de ne pas subir ce biais-là. Et enfin, comme je suis aussi coach et praticienne en programmation neurolinguistique à côté, l'idée, c'est de se dire, OK, bon, ça existe. Comment est-ce que moi, en tant qu'être humain, Jérôme, Manon, Delphine, Eva, William ou autre, je peux être dans cette capacité à déjouer ce biais de négativité quand il se présente. Alors, en coaching, on va appeler ça les questions puissantes. Donc, à nouveau, c'est pas à utiliser pour des gros traumas. C'est vraiment des situations où vous sentez que ce biais il est en train de se déclencher dans des situations, on va dire, du quotidien, que ce soit dans la vie personnelle ou la vie professionnelle. Je vous donne deux exemples. Je sais pas, un exemple pro, vous étiez vous avez un poste qui est ouvert dans votre équipe, vous avez un candidat qui était génialissime, mais qui, en fait, vous a claqué dans les mains pour aller à la concurrence. Bien, naturellement, vous allez avoir plutôt des pensées négatives en mode, enfin, vous allez accorder plus d'importance à vos pensées négatives en mode j'ai perdu énormément de temps, c'est pas honnête, etc., etc. Et donc là, l'objectif, c'est plutôt de se dire, OK, comment est-ce que, allez, je déjoue un peu ce biais de négativité et j'essaye d'aller plus vers l'avant. Et donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle des questions puissantes en coaching. N'hésitez pas à poser la question à voix haute à votre cerveau, même si voilà, parfois ça peut paraître un peu bizarre, de dire, OK, bon, objectivement, là, j'ai pas envie non plus de ressasser pendant des heures le négatif. Donc, dans cette situation, je me pose la question, c'est quoi les 1% de positif? Parce qu'il y a toujours 1% de positif dans une situation. À nouveau, là, je parle plutôt pour les situations du quotidien, dans lesquelles voilà, il y a des difficultés. Mais donc là, typiquement, vous pourriez dire, bon, bah, je suis hyper frustrée par cette personne qui m'a claqué entre les doigts, mais objectivement, ça m'a permis de me rendre compte que peut-être que ma fiche de poste, bah, c'est peut-être un peu rechercher le mouton à 5 pattes. Ça m'a permis de me rendre compte plutôt de peut-être de la tendance du marché sur la politique de rémunération. Bon, bah, objectivement, j'avais bloqué du temps pour faire l'intégration de ce nouveau collaborateur et donc en fait, ça me libère du temps. Voilà, et donc en fait, ça permet plus facilement à notre cerveau de faire une redirection de la pensée, de basculer. D'autres questions qui fonctionnent très bien aussi, notamment dans le monde du sport, c'est OK, ouais, cette situation, elle me rend dingue, elle est pourrie. Je sens que le biais de négativité est en train de bien s'activer. Et donc, pour le déjouer, je me pose la question OK, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'y gagne? Ou enfin, si vous avez vraiment la flemme dans une situation où vous sentez que votre cerveau va être plus attiré par des pensées négatives, mais que vous avez un peu la flemme de vous dire c'est quoi les 1% de positif dans cette situation, ce que je peux comprendre, ayez simplement le réflexe de couper en fait, de faire une rupture de pattern. Par exemple, si vous avez reçu un mail qui vous génère du stress quand vous êtes sur votre ordinateur, je peux vous assurer que si vous restez sur votre ordinateur à répondre, etc., vous n'allez pas faire cette coupure qui va permettre à votre cerveau de changer de mode. Donc là, ce qui est très important aussi, c'est vraiment de se dire, OK, là, je sens que toutes mes pensées sont attirées par ce biais-là, ou en tout cas par des pensées négatives qui peuvent être légitimes à nouveau.
gros, c'est pas le sujet. Mais donc, je décide de couper la machine. Je décide donc, par exemple, voilà, de me lever, de m'étirer, d'aller faire 3 minutes un tour de quartier, d'aller me préparer une boisson chaude, d'aller échanger avec un collègue, une collègue. Enfin, voilà, en tout cas, d'être dans cette capacité à ne pas rester dans ce mode-là. Sinon, votre cerveau ne va pas forcément vous aider à changer de mode. Ok, j'ai l'impression que c'est clair. En tout cas, je me permets d'arriver ensuite à la dernière clé. Et si j'essayais de résumer de manière très concrète, très pragmatique pour vous, les 3 étapes finalement de déjouer au quotidien plus facilement le biais de négativité, à nouveau, c'est simplement d'en prendre conscience, parce que sinon on est en mode pilote automatique et on ne se rend pas forcément compte de tous ces éléments-là. Deuxième question, c'est de ne pas hésiter à s'entraîner, enfin, à utiliser des questions puissantes, comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, et surtout de vous entraîner. Au début, c'est inconfortable parce que le cerveau, il va résister. Ça fait peut-être des années qu'il fonctionne sur tel mode, mais je peux vous assurer que comme n'importe quel sport, n'importe quel muscle, n'importe quelle compétence, quand on s'entraîne, ça devient de plus en plus facile. Et ce qui est génial, c'est qu'après, ça devient un automatisme. Et en fait, ça, vous n'avez même plus besoin de penser à ces questions-là pour qu'elles viennent naturellement. Donc ça, c'est vraiment aussi une énorme force de notre cerveau. C'est que voilà, ça demande de l'effort, ça demande de la répétition, ça demande de l'entraînement. Mais une fois que c'est intégré, ça devient un nouveau réflexe, une nouvelle habileté mentale. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, je vois qu'il est 25, donc je vais terminer ma présentation à 35, comme ça il y aura 10 minutes de questions-réponses pour celles et ceux qui en ont. N'hésitez pas en tout cas à les noter ou à me faire voilà, vos partages, vos réactions. Génial, merci beaucoup pour les retours. Et donc j'arrive, ah oui, avant d'arriver à la dernière et troisième clé, vous avez pas mal parlé d'ailleurs au démarrage quand on parle de mindset, de cette capacité à rebondir après un échec. S'il y en a qui veulent prendre en photo le slide ou en tout cas les noter, ayez en tête qu'il y a 7 questions qui permettent de rebondir beaucoup plus facilement après un échec. Parce qu'à nouveau, après un échec, on peut être très tenté de se déresponsabiliser, très tenté de voir voilà, le négatif dans cette situation. Et en fait, à nouveau, le cerveau, forcément, si vous il y a une phrase que j'aime bien qui est plus je mets, là où je mets mon attention prend de l'expansion. Donc plus je mets mon attention sur le fait que j'ai été nulle ou que j'aurais pas dû faire ça, etc., plus ça va prendre de l'expansion dans mon quotidien. Alors que plus je mets mon attention peut-être sur comment est-ce que je peux évoluer, ok, c'est quoi ma responsabilité dans tel événement, etc., plus forcément ça va prendre de la place. Donc les 7 grandes questions que vous pouvez vous poser si vous vivez un échec, pas forcément dans le monde du sport, mais ça peut être voilà, au quotidien, pro, perso, qu'importe. C'est de vous dire, ok, bah, dans cette situation déjà, de quoi est-ce que vous n'êtes pas responsable. Important aussi de dézoomer et de se dire bah, de quoi je ne suis pas responsable, qu'est-ce qui ne dépendait pas de moi clairement dans cette situation. À l'inverse, aussi de se dire bah, de quoi est-ce que j'étais complètement responsable. Pas pour vous accabler, mais pour identifier ce sur quoi vous pouvez agir. Ensuite, vous pouvez vous dire, bah tiens, imaginons qu'on parle d'une prise de parole en public. Suite à cette prise de parole en public que tu considères comme un échec, qu'est-ce que tu as quand même bien fait et que tu as envie de garder pour la prochaine fois? Ah bon, si je suis objective, j'ai quand même aimé la façon dont j'ai géré mon intro. OK, maintenant qu'est-ce que tu as envie d'enlever? Bon, bah, clairement, j'étais pas assez préparée, j'étais stressée, je suis arrivée fatiguée et ça, je veux plus du tout que ça soit le cas la prochaine fois. OK, maintenant est-ce qu'il y a un point que tu as un peu aimé, mais que tu aimerais vraiment améliorer? J'aimerais vraiment améliorer, par exemple, ma préparation. Est-ce qu'il y a quelque chose même que tu voudrais ajouter? Bah, tiens, j'aimerais peut-être, ajouter un peu plus de légèreté, une touche d'humour et cetera. OK, maintenant dans cette situation, qu'est-ce que tu apprends? Eh bien, j'apprends que, bah, je suis pas morte, j'apprends que j'ai quand même eu quelques retours, même si j'ai senti que c'était, cata, à l'intérieur de moi, et cetera, et cetera. Bon, je vous ai fait une démo, improvisée, mais en tout cas, ça vous donne, en tout cas, l'état d'esprit et cette, dynamique justement envoie des signaux à votre cerveau qui permet justement, hem, d'aller plus vers une pensée évolutive. OK, en parlant de pensée évolutive, j'espère que vous êtes toujours bien, présents. Génial. Je voulais vous partager donc notre dernière clé,
de ce live, qui est de justement muscler votre état d'esprit avec le concept de Carol Dweck. Je ne sais pas si vous la connaissez. Carol Dweck, c'est une chercheuse en psychologie américaine, que vous voyez là sur la droite, qui est vraiment voilà, une très grande aussi neuroscientifique. Elle est professeure à Stanford, elle est auteure, elle est conférencière. Et elle a d'ailleurs écrit un bouquin assez connu sur les concepts de fixed mindset et de growth mindset. Donc, état d'esprit fixe et état d'esprit de croissance. En gros, à nouveau, de manière très concrète, là, j'espère en tout cas vous donner des déclics par rapport à votre façon de voir le monde et vos réflexes au quotidien. En gros, Carol Dweck, elle a modélisé ce qui faisait la différence entre les personnes qui arrivaient à atteindre leurs objectifs dans la vie, à aller de l'avant, versus les personnes qui avaient plutôt tendance à stagner. Et ce qu'elle a identifié de manière très probante, donc c'est vraiment, c'est une chercheuse, donc elle a fait des études très sérieuses sur le sujet. Et en fait, elle a remarqué que les personnes qui réussissaient dans la vie, c'était des personnes qui avaient tendance à avoir des croyances différentes sur différents items là que je vais vous présenter par rapport aux personnes qui stagnaient. Je vais vous donner des exemples très très concrets. Mais donc, en gros, ce qui est ressorti dans son étude, c'est les croyances par rapport à la fois au potentiel humain, j'y reviendrai, les croyances par rapport à l'effort et à la difficulté, les croyances par rapport aux défis et aux obstacles dans la vie, nos croyances par rapport aux erreurs et aux échecs, en tout cas notre relation à cette thématique-là, notre relation à nouveau au feedback et à la critique, et enfin nos croyances, ou en tout cas notre relation à la vision de l'avenir. À nouveau, de manière très concrète, donc elle a identifié que les personnes qui étaient plutôt donc, en fixed mindset, donc c'était les personnes qui avaient tendance à stagner, les personnes en growth mindset à atteindre leurs objectifs. Et en fait, ces deux typologies-là de personnes, ils appréhendent pas du tout de la même manière ces six grandes thématiques, ces six grandes sujets, en particulier la façon dont ils percevaient et la manière dont ça venait nourrir leurs croyances au quotidien. De manière très concrète, et à nouveau, ce que je vous invite à faire, c'est pas de vous jeter la pierre ou quoi que ce soit, mais simplement de vous dire, bah tiens, vis-à-vis de cette catégorie, est-ce que j'ai plutôt tendance à être en fixed mindset ou est-ce que j'ai plutôt tendance à être en growth mindset? Simplement de prendre conscience déjà de son positionnement. Donc par exemple, quand je suis en fixed mindset vis-à-vis du potentiel humain, je vais plutôt nourrir la croyance que bah tiens, non mais j'ai jamais été bon, je serai pas assez bon pour postuler à ce nouveau job, puis de toute façon je sais vraiment pas comment faire, etc. Là où quelqu'un plutôt en growth mindset va plutôt réfléchir de la sorte en se disant non mais je sais que c'est pas un domaine que je connais, mais je sais aussi que si j'apprends, que je suis curieuse, je peux développer mon potentiel, je peux développer cette nouvelle compétence. Donc là, on parle vraiment mindset, façon de croire, pensée limitante ou pensée dynamisante. Pareil, les personnes qui vont avoir tendance à stagner, c'est plutôt des personnes qui vont se dire non, mais de toute façon, j'ai déjà essayé, ça marche pas, et puis de toute façon, et si j'essaye et que ça ne changera rien. Là où les personnes qui ont tendance justement à atteindre leurs objectifs, c'est plutôt des personnes qui savent que l'effort est essentiel et que voilà, ça fait partie du jeu d'une certaine manière. Pareil pour les défis et les obstacles. Soit les personnes qui stagnent vont plutôt avoir tendance à se dire non mais c'est trop stressant ce nouveau challenge, ce nouveau poste, cette nouvelle mission. Non mais et si j'échoue, et si je suis pas la bonne personne, et si et si et si. Alors que les personnes qui ont plutôt tendance à aller de l'avant, et ben, elles vont se dire mais en fait les défis et les obstacles c'est vraiment des opportunités de croissance. Et c'est marrant parce que moi, du coup, qui ai beaucoup, beaucoup appris à muscler mon état d'esprit, un truc assez étrange maintenant, c'est que quelqu'un me partage, voilà, je sais pas, une difficulté dans le cadre d'un coaching ou que j'ai jamais accompagné ou une nouvelle conférence ou enfin voilà, j'ai un nouveau challenge. Mon réflexe maintenant aujourd'hui, c'est de dire mais c'est génial parce que je sais que la peur est égale à un levier de croissance. Les défis est égal à un levier de croissance. À nouveau, ça ne veut pas dire que j'ai toujours été comme ça. J'étais plutôt anxieuse comme personnalité par le passé. Mais en tout cas, voilà, ça a été le fait de m'entraîner à réfléchir comme ça, et je vous dirai ensuite comment on fera, qui permettait de faire la différence.
Donc bon, je pense en tout cas que vous avez bien compris, la logique. Je vous ai partagé un peu d'autres exemples, par rapport à ça. Mais simplement, voilà, de se dire qu'il y a des personnes qui vont se dire, que, «Ah bah voilà, j'ai encore échoué, ah bah tiens, ah mais non, mais si j'ai pas réussi, c'est à cause de ci ou à cause de ça». Et en fait, voilà, il y a des personnes qui savent que les erreurs, les échecs, c'est des super rebonds, des super façons de s'améliorer. Pareil, en relation, au feedback ou aux critiques. Certaines personnes vont dire: «Non mais, elle se prend pour qui? À me faire un retour, je lui ai rien demandé, elle me juge», ou se focaliser sur le négatif. Alors que dans la réalité, les personnes qui ont plutôt tendance à aller de l'avant, à être en growth mindset, ça va te dire: «Mais le feedback, c'est une merveilleuse opportunité de progresser» et à nouveau, en fait, c'est à moi de faire le tri dans les feedbacks, reçus. Enfin, voilà, c'est pas, argent comptant pour autant. J'ai l'impression que ça parle à certains ou certaines. Et enfin, c'est vis-à-vis de la vision de l'avenir. Donc là, c'est plutôt ce qu'on pourrait dire, vers regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a des personnes qui vont être vraiment à se dire: «Ah, c'est toujours les mêmes qui s'en sortent, c'est pas pour moi, j'ai pas fait, d'assez grandes études», et cetera et cetera. Et d'autres personnes qui vont plutôt se dire: «Mais waouh, la vie, elle offre tellement d'opportunités, il faut y aller» et cetera. Donc, à nouveau, je dis pas que c'est facile de basculer, d'un fixed mindset à un growth mindset, parce qu'il y a des choses qui peuvent être très, 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 très ancrées, liées à nos expériences de vie, liées à notre éducation, liées à nos figures d'autorité. Pour autant, comme je vous le disais, le cerveau, c'est vraiment un muscle, heu, avec Carol Dweck, à côté. Et donc à nouveau, quand on parle, que le cerveau, c'est un muscle, c'est vraiment de se dire que c'est pas une fatalité si vous voyez le verre plutôt à moitié vide plutôt qu'à moitié plein aujourd'hui. Les grandes, étapes pour réussir à le faire, c'est déjà un en prendre conscience, débrancher le pilote automatique, sinon en fait on s'interroge jamais sur notre manière de fonctionner. 2, de ne pas hésiter à vous questionner. OK, là, la croyance, la pensée que j'ai actuellement, est-ce qu'elle m'est utile? Est-ce qu'elle sert, mes objectifs? Est-ce qu'elle sert mon bien-être? Donc déjà vous questionner et ensuite vous entraîner, vous dire: «OK, bah, tiens, dans cette situation, comment est-ce que je peux voir 1 de positif? Ah bah, tiens, dans cette situation, si je fais un pas de côté, est-ce que c'est vraiment la réalité?» Et après, bien évidemment, pour vous entraîner, bah, vous avez aussi des coachs, parfois même des thérapeutes et cetera, qui peuvent vous aider à déconstruire peut-être certaines, croyances, voire même bien sûr des préparateurs mentaux qui peuvent vous servir d'accélérateur. Mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait possible. Je vous partage un dernier exercice avant de conclure et n'hésitez pas à partager, vos questions dans le chat, ça sera, l'occasion. Hem, mais par exemple, un exercice qui fonctionne très bien pour les personnes qui manquent de confiance en eux, c'est de vous demander tous les soirs: «OK, de quoi est-ce que je suis fière aujourd'hui?» Et ça peut être, enfin, même des toutes petites choses et qu'est-ce que je remercie? Et aussi simple que ça puisse paraître, si vous posez ces 2 questions-là tous les soirs pendant 2 semaines, 3 semaines, vous serez surpris de voir à quel point vous verrez plus facilement le positif dans votre vie en vous ayant été entraîné sur ces 2 questions-là. De quoi est-ce que je suis fière et qu'est-ce que je remercie, dans la vie? Voilà pour les 3 grandes clés pratico-pratiques que je voulais, vous partager. Donc à nouveau, moi, mon objectif, ce midi, c'était, d'une part, de vous donner, de vous partager et d'échanger avec vous sur les 5 grands leviers qui caractérisent l'état d'esprit des grands champions et championnes, de ce monde. Ouais, c'est ça. De quoi est-ce que je suis fière et qu'est-ce que je remercie? En fait, la gratitude, ça vient augmenter un sentiment de confiance en soi, confiance en l'avenir. Bah, je remercie, en fait, tout simplement la vie, d'avoir, un toit, sur la tête. Je remercie, tel collègue qui m'a fait un super, retour tout à l'heure. En fait, ça nous entraîne à mettre notre, focus sur les choses positives plutôt que de toujours se focaliser sur ce qu'on n'a pas et ce qu'on aimerait avoir. Et voilà, et je vous ai partagé aussi ces 3 grandes clés, donc le concept de zone de maîtrise, le concept de biais de négativité et des questions puissantes pour le déjouer et enfin de prendre conscience que voilà, il y a des études, assez appuyées, si vous voulez creuser encore le sujet, sur, bah, voilà l'état d'esprit, fixe ou l'état d'esprit de croissance.